Merci beaucoup. Je n'ai pas trop peur d'être en retard. Moi-même, je suis souvent en retard. Donc, c'est pas très grave. Je vais me présenter parce que vous savez peut-être pas qui je suis, hein. Je suis agronome et sur la petite pancarte, c'est agronome des sols vivants. Et en fait, j'ai un passif de paysan. Mes parents sont allemands, ce qui fait mon nom. Mon accent me vient du sud-ouest parce que j'y ai vécu, je suis né là-bas. Chalosse, hein, c'est les Landes. Le sud des Landes, le Béarn, en fait, c'est mon terrain de jeu jeune. Et j'ai une carrière de paysan en Bretagne, réellement. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, je travaille dans toute la France à mettre en place des solutions agro-environnementales qui sont absolument pas dans le giron, on va dire, du gouvernement. Hein. On travaille absolument pas là-dessus. Aujourd'hui, on a appris que finalement, c'est nous qui allons faire l'agriculture. Et tout ce qui se passe ici à Paris, on s'en occupe pas trop. Et depuis un petit moment, voilà un petit peu la succession des projets qu'on mène. J'ai commencé dans les associations de paysans dans les années 2000. Il s'agissait de comprendre un petit peu quels étaient nos problèmes environnementaux et nos gros défis à mener. Donc, c'était produire sans polluer. Voilà. Ça, c'est le gros défi des paysans. Donc, on va s'attaquer à l'environnement et à la production agricole. Donc, petit à petit, on remet en place des assos qui sont plutôt en Bretagne. C'était base. On est passé au national avec la PAD. Tout ça, ça fonctionne encore, hein. Mais j'y suis moins actif. Donc, on réorganise une association nationale pour faire, en fait, du semis sous couvert végétal. C'est-à-dire, c'est de l'agroécologie. On ne travaille plus les sols. Alors, je suis encore très méchant, j'utilise du glyphosate, mais on n'est pas très inquiet avec ce dossier-là. Vous le comprendrez aujourd'hui. Ensuite, on a créé l'Institut de l'agriculture durable à Paris, qui nous a été, en fait, ça a été un outil de lobbying privé pour que vous ayez une thématique très particulière qui arrive, qui s'appelle l'agroécologie. Donc aujourd'hui, l'agroécologie, elle est sur toutes les lèvres, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, tout le monde tire à UADIA pour essayer de récupérer un projet, mais le projet, en fait, il est géré par un réseau complètement informel de paysans, de techniciens, d'ingénieurs, d'agronomes qui sont quasi pas visibles, hein, dans le territoire national. Donc finalement, l'idée de l'IAD, c'était de mesurer, est-ce qu'on peut mesurer le résultat des pratiques agricoles? La réponse est oui, mais personne n'en veut. Parce qu'à partir du moment où vous mesurez quelque chose, vous êtes capable de dire, eh ben là, c'est pas terrible, il va falloir changer, et là, c'est super, il va falloir améliorer et continuer. Donc vous faites du tri dans les pratiques agricoles. 2013, j'ai créé la Vache Heureuse, qui est encore et toujours l'entité sur laquelle je travaille aujourd'hui. Donc la Vache Heureuse, elle va s'attaquer à l'autonomie en protéines des élevages de ruminants, peu importe lesquels, globalement. Et on a acquis la conviction que, disons, c'est la vache qui sauvera le climat. Et ça, c'est très compliqué à entendre, hein, quand on est justement anti, disons, viande, hein, quand on est dans un autre monde. En 2012, 2013 et en 2016, en fait, on a créé un projet qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant. Donc, c'est une vraie rupture qui va arriver. C'est-à-dire, on est capable de produire plus qu'avec de la chimie, uniquement avec de la paille et du bois. Et donc là, il s'est passé quelque chose. La biologie va nous amener des ruptures radicales dans la compréhension du monde agricole. Et donc, on capitalise là-dessus. Donc, vous avez aujourd'hui une chaîne qui s'appelle Vers de Terre Production, qui est une diffusion gratuite et libre du savoir de l'agroécologie fait par les agriculteurs et leurs techniciens. Donc, je suis membre fondateur de ce projet. Je le gère pour qu'il soit gratuit, sans pub et accessible à tous. Et petit à petit, il a fallu remonter à Paris, puisque l'IAD, ça n'a pas suffi, pour construire un projet qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, qui est une association, du coup, qui a pour mission de sensibiliser les industries agroalimentaires. Et vous comprendrez pourquoi, hein, parce qu'elles ne sont absolument pas dans le coup de l'agroécologie qui est née. Hein, donc, on va travailler sur ce, comment dire,
sur une idée que ces entreprises peuvent être des donneurs d'ordre et emballer le mouvement et faire changer les paysans dans leurs pratiques. Alors, comme ça suffisait pas, on s'est attaqué à la vigne. Donc, depuis 2020, le Covid, on devait s'ennuyer, je pense. Hein. Donc, on a créé un projet qui s'appelle La Belle Vigne, qui est une filiale de la Vachereuse, que je gère au niveau national. Et l'idée, c'est d'amener des changements de pratiques agricoles chez les vignerons pour qu'ils aient une vigne durable, mais en fait, pour qu'ils puissent produire durablement en protégeant l'environnement. Donc, c'est un vrai terrain de jeu où on est en train d'amener petit à petit à la sortie des pesticides. Et en 2022, on a créé une association à nouveau qui s'appelle Carbone Fertile. En fait, c'est le Centre national d'agroécologie parce que personne ne porte le dossier. Donc, on a décidé de se doter d'un outil qui va le porter nationalement à notre place. Donc, moi, j'ai structuré tout ça, je passe à travers, j'y suis plus ou moins actif, j'y reste pas. Et la grande thématique, c'est sol vivant, sol mort. Et on va progresser sur l'environnement là-dessus. Alors, la porte d'entrée en introduction, je vous invite à visiter ce travail-là de Pierre Charbonnier parce que finalement, c'est un bon regard sur la problématique qu'on a aujourd'hui. Pierre Charbonnier, qui est au CNRS, il va amener l'hypothèse, quand on analyse en fait 200 ans d'histoire, on va dire à partir principalement de, qu'est-ce qu'on a? On a les économistes, Adam Smith, Ricardo, etc. Et puis on a Malthus, et en fait on va confronter ces deux idées, il va le faire, et il émet l'hypothèse que depuis 1945, on bénéficie de la paix du carbone. Alors c'est un Américain qui amène ça, il amène toutes les références dans ce travail-là, et finalement l'idée qui a été un petit peu développée, c'est que en fait la paix est possible grâce aux énergies fossiles, hein, voilà, et que la limite va être le CO2 dans l'atmosphère. Mais tant qu'on a du fossile à gogo, à foison, il n'y a pas de souci, on peut construire la paix, puisque finalement, vous allez voir les raisonnements, c'est assez intéressant. Alors, on arrive à une limite, celle du CO2, justement, et donc, si on élimine le fossile, on pourrait avoir la guerre, hein, parce que ça va créer des conflits, des problèmes d'intérêt particuliers. Ou alors, si on fait rien, c'est le climat qui va poser souci. C'est-à-dire, il va y avoir un problème de ressources, notamment naturelles, l'eau, l'alimentation, pourquoi pas, hein, qui risque d'engendrer des conflits. Donc, les deux sont arrivés en opposition. Donc, et finalement, il y a une hypothèse hein, qu'on pourrait quand même faire la paix, c'est l'hypothèse des environnementalistes. Donc, c'est très intéressant. Je vous laisserai le diaporama. Hein. Donc, je ne sais pas à qui je le laisserai. Hein, voilà, à Pierre, et vous pourrez le récupérer puisque vous savez où venir. Et voilà un petit peu le corpus sur lequel nous, on va travailler. Hein, donc, on a l'école anglaise classique, c'est les économistes qui vont donner, on va dire, la main invisible, le libéralisme et le néolibéralisme qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on se dit que la Terre est finie, il y a 200 ans à peu près, voilà, on a fait le tour du monde, mais que finalement, pour faire la paix, ben, on va faire plus d'industrie, plus de commerce, plus de technologie qu'on va partager finalement. Et c'est l'idée que le commerce et le partage génèrent la paix. Donc ça, c'est un petit peu remis en cause aujourd'hui parce que c'est la vision, on va dire, positiviste. La Terre est sphérique et à un moment donné, le problème, c'est est-ce que c'est la paix ou la domination? Voilà les thématiques qui arrivent. Elles sont intéressantes à cause de ça. Et de l'autre côté, vous avez, on va dire, un petit peu les malthusiens, donc ceux qui ont toujours eu peur de tout. Hein. Alors, Malthus, il est très connu pour ça. Il a prédit la fin du monde. Il pense qu'il ne faut pas beaucoup de gens. Allez, des riches, pas, trop de pauvres, ça ne va pas aller. Qui se débrouillent et qui crèvent, en gros. Hein. On va vraiment caricaturer Malthus. Et en fait, c'est un économiste un petit peu à part. Tout ce qu'il a prédit ne s'est jamais vérifié. Hein.
mais il y a un courant de pensée sur la décroissance, etc. Et donc, dans ce courant de pensée qui est en permanence mis en place, vous avez un système clos, la Terre est ronde. On a un problème d'espace vital, et vous allez le comprendre quand on l'interroge. Du coup, les ressources vont devenir rares, hein, c'est-à-dire peut-être pas assez d'eau, pas assez d'alimentation, pas de fer. On va avoir une crise des métaux sans précédent. Si vous achetez des voitures électriques, méfiez-vous des batteries et du cuivre. C'est la prochaine grande crise, le cuivre, dans 2 ans, je ne sais pas, ça pourrait être plus cher que l'or. Hein. Méfiez-vous, achetez du cuivre. Hein. Et donc, on voit que la puissance de l'industrie, du commerce, elle pourrait accélérer le conflit pour ces gens-là. Et finalement, on est intoxiqué, hein, on est interdépendant, on est dans une crise toxique, carbone et climat. Donc, si on le résume vraiment comme ça, c'est-à-dire que d'un côté, ben, la Terre est ronde, il peut y avoir la paix, et de l'autre côté, ben, la Terre est ronde, et c'est une incitation à la guerre à cause de la rareté, hein, si on les caricature. Et toujours dans le travail de Pierre Charbonnier. Et donc, l'hypothèse critique, c'est que la rareté conduit au conflit permanent, ou au contraire, comme le pensent les environnementalistes, donc beaucoup d'écologistes sont là-dessus, elle nous conduit à coopérer. Voilà. Et puis nous, on va naviguer là-dedans pendant, 1 heure, peut-être 2. Vous poserez plein de questions, hein, mais c'est intéressant parce que je trouvais que c'était une très très bonne porte d'entrée. Et on va finir la porte d'entrée avec des choses un petit peu bizarres dans ce monde qui ont peur de l'industrie, de la technologie et du développement. Une figure de proue que vous connaissez peut-être, c'est Dominique Bourg. Donc c'est un philosophe, il a enseigné en France, il est en Suisse aujourd'hui, et en fait, c'est des gars qui sont dans l'idée de la décroissance. On n'aura pas assez de ressources. Ils font plutôt partie des gens qui ont peur, qui sont pas dans le positif, plutôt dans le négatif. Et donc, lui, il va amener une réflexion sur le monde a des limites, et on verra pourquoi ils ont cette réflexion-là. Et finalement, on va avoir une naissance de mouvements permanents en écologie. Alors, c'est les soulèvements de la Terre, c'est les thématiques de la décroissance, le jour du dépassement. Enfin, on a peur de manquer de tout. Il va y avoir 10 milliards d'habitants. Enfin bref, c'est panique à bord. Hein, et on voit bien qu'à un moment donné, l'écologie, on pourrait déjà un petit peu la qualifier de anti-technologique, anti-industrie, anti-commerce. Puisqu'en fait, c'est le petit commerce de proximité. C'est le circuit court. Or, le commerce, c'est autre chose. Le circuit court, est-ce que c'est vraiment du commerce? Et donc, on peut se poser plein de questions, mais en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de marmite qui fonctionne, où on envoie des idées, et il y a plein de choses, l'écologie politique, elle a peur de l'environnement, le réchauffement climatique, la sécheresse, la pénurie d'eau, la pollution de l'eau, on parlera de tout ça. Voilà. Donc je saute cette diapo, c'est de tout ce qu'on va parler, et on y va direct. Voilà. Premier décor, les ressources. Vous avez une planète finie, voilà, 9 milliards d'habitants, on n'arrivera pas à 10, 9,5, on ne sait pas trop, mais bon, ça se stabilise tranquillement. Il n'y a que l'Afrique qui a encore une réserve d'augmentation de la population, quand en Chine, ça baisse, en Inde, on est stabilisé, globalement, et en Europe, ben, on est aussi dans le déclin de la population. Et donc, on voit que, malgré tout, si le monde vit à l'européenne, vous aurez besoin de 2 fois plus de nourriture. Voilà. Parce que tout le monde va vivre comme nous. Il faudra 2 fois plus d'énergie, donc il faut en produire. Et on aimerait que les revenus montent. Et puis on voit plutôt que ça a tendance à baisser. Et puis les défis sont colossaux parce que les GES, comme on n'a rien fait sur les gaz à effet de serre et on est dans l'hypothèse d'un réchauffement climatique, et on va voir que l'hypothèse est juste, globalement, ben, il va falloir diviser par 10 les émissions. Donc c'est comme ça qu'on va démarrer notre soirée.
on va aussi voir que si on voudrait tenir le coup dans notre planète finie, il va falloir supprimer les pollutions agricoles. Alors la question, c'est comment on fait ça? Puisqu'on avait une injonction, le conventionnel, où il y a des pesticides, etc., et de l'engrais et de la chimie, ça pollue, donc faites du bio. Sauf que le bio, il fait peut-être pas l'affaire non plus. Et donc, il y a aussi une concurrence sur la production alimentaire si vous faites de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire du biogaz ou autre chose, avec de la matière organique agricole. Donc, il faut résoudre ces problèmes-là. Et après, le problème de l'espace vital, il se pose très simplement. Après la guerre, vous aviez 3 milliards d'habitants sur la planète, lors de la Deuxième Guerre mondiale, pas celle d'aujourd'hui. Donc, en gros, vous aviez finalement un demi-hectare de SAU, de surface agricole utile, par habitant. Donc ça lui permet une capacité à se nourrir. Et avec l'augmentation de la population, c'est-à-dire on va passer de 3 à 9, pour faire simple, eh bien, la surface agricole utile, elle n'augmente pas. C'est-à-dire ce que vous gagnez dans les forêts, vous le perdez dans le désert ou l'urbanisation. Et donc, comme cette surface agricole utile pour donner à manger aux gens, elle n'augmente pas, eh bien, elle est finalement divisée par 3. Il va vous rester 0,15 hectares SAU par habitant. Ça veut dire que si vous devez doubler la capacité à produire mondialement, d'accord, avec 9 milliards d'habitants, il va falloir que ce qui reste par habitant, ça devienne super productif. Donc les défis sont colossaux. Et à partir de là, l'hypothèse critique qu'on avait à l'IAD, on a créé un cercle de réflexion là-dessus. En fait, l'agriculture a une mission qui est très simple. Elle doit produire plus, mieux, mais autrement, parce que le constat, c'est que c'est pas terrible. Et puis on fait un premier zoom qui est surprenant, qui est celui-là. C'est-à-dire personne ne comprend que la grande ville qui existe, Paris par exemple, mais toutes les villes du monde, c'est le même débat, elles ne peuvent survivre qu'au commerce et à l'agro-industrie, c'est-à-dire à une agriculture industrielle qui va donner naissance à une ville industrielle. Voilà. Vous n'avez pas le choix, c'est la chaîne longue de l'agriculture qui permet ce que vous êtes à Paris aujourd'hui. Et donc tous les citadins ne peuvent s'affranchir de ce débat-là. C'est-à-dire si on enlève cette agriculture dite industrielle, décriée sous tous les fronts, etc., critiquée à volonté, eh bien, de toute façon, en ville, vous allez crever de faim. Mais non, mais c'est aussi simple que ça. Il ne faut même pas se poser d'idées. L'autonomie alimentaire de Paris, c'est 4 jours. Quand il y a eu les manifs là, au mois de février, il est interdit de bloquer Rungis. Ça fait partie des mots d'ordre négociés entre les manifestants, la FNSEA et le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas compris, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, nous, on va s'occuper de cette agriculture industrielle, essayer de voir comment on peut produire sans polluer en étant dans un circuit plutôt long. Et les problèmes des paysans, ils vont être relativement simples. C'est-à-dire que cette agriculture industrielle, elle dépend de l'énergie, et principalement du fossile. C'est du carburant, des machines, des pièces d'usure, de l'engrais, des phytosanitaires, le stockage, le transport, la transformation, l'emballage et la distribution. C'est-à-dire que vous êtes coincé dans une énergie fossile. Et puis, on devine bien que l'énergie fossile va vous faire des gaz à effet de serre, qu'à un moment donné, vous participez au réchauffement climatique, et que cette énergie fossile, nous, typiquement, on n'en a pas. Et que même on voudrait mettre debout un parc nucléaire qui nous donne de l'autonomie électrique, etc., l'agriculture ne sera pas électrique. Vous n'aurez jamais un tracteur électrique, ni une moissonneuse-batteuse électrique, ni un camion électrique, parce que aujourd'hui, on ne sait pas faire les batteries, on n'a pas les technologies, on ne va pas assez loin, on n'a pas d'autonomie, et le câble qui transporte le courant, ça pourrait coûter un petit peu cher et être un petit peu long et embêtant dans les champs.
Et donc, on voit bien que l'agriculture, elle va être dans un problème. Et le problème, c'est non seulement la production, mais aussi la transformation, la logistique et la distribution. Et donc, c'est danger à tous les étages. La guerre en Ukraine, elle nous a quelque part mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que Poutine, il a actionné 3 armes réellement. L'arme alimentaire, l'arme énergétique, et puis la vraie arme, la paix et la sécurité. Et on voit bien qu'on a beaucoup de mal avec ça. Il s'était préparé. Il sait que l'autonomie d'un pays, elle est liée à ces 3 armes-là. Si je ne dispose pas d'énergie, si je ne dispose pas de nourriture et si je ne dispose pas de ma sécurité, je n'existe pas en tant que nation. C'est les bases de la politique. Et ça, c'est terrible, ça a été oublié, et nous, on voit bien qu'on va être en très grande difficulté. Alors, on va s'intéresser à la décroissance. Vous connaissez tous Aurélien Barraud. On pourrait le mettre comme une icône un tout petit peu, parce qu'il a le mérite d'envoyer un gros débat dans la mare. Et moi, je l'aime bien, parce que quand on analyse son travail, eh bien, on se rend compte que c'est très ambigu et qu'il a sans doute commis une erreur. Et ça, c'est intéressant parce que il lui manque des connaissances et on va essayer de voir lesquelles. Et donc, il voit bien que la croissance, ça ne va pas le faire et il faudrait partager les ressources. Alors, pourquoi je l'ai mis comme ça, Aurélien Barraud? En fait, je le mets avec son aîné Hubert Reeves. Ce sont des astrophysiciens, plus ou moins philosophes, etc., qui ont eu une grosse influence dans nos sociétés. Et en fait, quand ils regardent la Lune, ils la voient comme ça. En fait, ils voient un monde c'est un globe qui est fini. C'est un monde fini. C'est la finitude du monde, on pourrait dire ça comme ça. Et finalement, la problématique de la croissance infinie dans un monde fini, ça leur a bugué la tête. Et ça, c'est une thématique sur laquelle on travaille avec les collègues. Et finalement, on se dit, mais entre croissance et décroissance, qu'est-ce que je dois comprendre quand je suis au bout de ma lunette astronomique ? Et en fait, quand vous allez la mettre à l'envers, il va vous arriver des bricoles. Mais on va essayer de voir ça. En fait, dans un premier temps, quand on se regarde comme ça, on a peur de manquer, tout simplement. Manquer d'énergie, manquer de cuivre, manquer de courant, manquer d'électricité, manquer de métaux, manquer de tout, de la nourriture, manquer d'eau. Voilà, il va faire très chaud, etc. Alors, le summum de la réflexion, il va arriver avec un homme très particulier qui a théorisé la deep écologie. C'est Arne Naess, qui finalement, vous irez chercher les livres si vous les voulez, mais globalement, lui, il dit, comme on va manquer de tout, le plus simple, c'est d'enlever les gens. Ben oui, c'est un génocide de 8 milliards d'habitants. Voilà, tout simplement. Et il y a des théories comme ça qui s'appellent l'écologie profonde, la deep écologie, et qui sont alimentées par tout un tas de débats, le Club de Rome, etc., qui durent depuis les années 70, malgré tout. Et donc, à un moment donné, face à la contrainte de notre globe qui est fini, finalement, si on veut bien vivre, on en enlève les 3/4. Donc, du coup, vous avez aussi des thématiques sur la stérilisation volontaire, on fait plus d'enfants, etc., etc. Donc, la société, elle a un gros un gros mouvement de pensée là-dessus. Et finalement, on se dit, tiens, on va aller voir le réchauffement climatique, et là, vous avez le modèle qui est enseigné en première SVT. Donc, on va même pas très loin pour chercher des références. Que se passe-t-il autour de nous? Qu'apprend-on à l'école quand on est jeune? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que
Finalement, le soleil, quand il rayonne, il y a une partie de son énergie qui passe à travers les nuages, que 50% va être absorbé par le sol, une partie va être réfléchie par les nuages, et ce qui est absorbé par le sol, en fait, ça va rester rayonné à l'intérieur. En gros, vous avez une espèce de mouvement où la chaleur qui est emmagasinée par le sol, elle rayonne, et finalement, c'est les gaz à effet de serre qui vont emprisonner ce rayonnement solaire. Donc le modèle est juste, il n'y a pas besoin de pinailler 36 semaines là-dessus. On prend un simple thermomètre et on le met sur un champ. Le champ est nu, il a été travaillé, puis là, on voit qu'il affiche 36 degrés, ce sol. Ce jour-là, 36 degrés. Et puis on s'est posé plein de questions. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce modèle-là, c'est le bon ? Et c'est là qu'on va commencer à comprendre qu'il y a des trous dans la raquette énormément. Et donc on parle de gaz à effet de serre qui emprisonne de la chaleur. Et puis finalement, vous apprenez tous que vous allez travailler dans des entreprises, vous allez faire des analyses de cycles de vie, etc., etc. Et puis là, première grande surprise, un cycle de vie n'existe pas dans une société industrielle construite sur l'énergie fossile. C'est un abus de langage conséquent, mais très grave, parce qu'elle induit la totalité du public en erreur. Une analyse de cycle de vie dans une entreprise qui construit des bagnoles, qui fonctionnent avec de la ferraille, du gasoil ou de l'essence, ou de l'électricité, ce n'est pas un cycle de vie. Et donc, pour comprendre ça, il faut décortiquer le travail de la société. C'est-à-dire que moi, je vais dans une mine et je commence à polluer, j'extrais de la matière. Alors de l'acier, du pétrole, tout ce que vous voulez. Mais je suis déjà dans la pollution. Et puis ensuite, tout au long de la vie de ce produit-là, que je vais fabriquer avec ma matière première, eh bien, je vais polluer jusqu'au consommateur final, quand j'utilise ma voiture, quand j'utilise le métro, ou Dieu sait quoi, quand je fais mes courses, que je mange, en fait, je vais commencer à polluer tout le temps. Et donc, vous avez finalement une chaîne qui est un modèle linéaire parce que le recyclage, il arrive très peu. Qu'est-ce que vous recyclez réellement d'une voiture ? En fait, en règle générale, ça finit enterré à la CITA, chez Séché Environnement ou ailleurs. Le pétrole, il a été cramé, de toute façon, il a fait de la chaleur en plus, et on se rend compte que le cycle de vie d'un produit industriel, c'est tout sauf un cycle. Puisque le vrai cycle, il me permettrait de revenir systématiquement au point de départ. Mais ça serait vrai dès la deuxième étape, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il faut quand même admettre une chose, le recyclage n'existe pas dans notre société. Ou très très mal, ou très très peu. Et ça, c'est la grosse surprise, c'est-à-dire que les modèles sur lesquels on réfléchit, les gaz à effet de serre, la pollution, etc., ce sont des modèles linéaires. Et quand on parle d'un cycle de vie, on a déjà un gros bug présent. Alors finalement, de quoi on parle ? Il suffit d'aller voir Jean Covici. Le débat de Jean Covici, il est juste. Dans ce monde-là, d'accord ? Il n'y a pas d'autre solution que de réduire la pollution et de changer peut-être les consommations d'énergie et Dieu sait quoi. Alors celle qui pollue le moins aujourd'hui, on le sait, c'est le nucléaire. C'est l'énergie qui donne le moins de gaz à effet de serre. Sauf qu'elle a des gros problèmes, notamment de sécurité, de santé, etc. Et puis un pays qui a beaucoup de nucléaire, il est en danger. Parce que n'importe quel pruneau qui tombe sur une centrale, c'est pas très clean. Donc voilà, donc on se dit, il n'y a pas le choix, et il a raison de ce point de vue-là, l'analyse est juste, sauf que, là aussi, on va se rendre compte qu'elle n'est que partielle, c'est-à-dire dans le monde dans lequel je suis, eh bien, dans ce monde linéaire, je n'ai pas d'autre solution que, finalement, de baisser mes pollutions. Donc finalement, on va se dire, allez, on va faire un truc, et on va demander à Aurélien Barraud et à Hubert Reeves
de retourner leurs lunettes astronomiques et de regarder à leurs pieds, tout simplement. Et à leurs pieds, ils vont découvrir un autre monde. Ils vont découvrir la biologie du sol. 60% de la biodiversité de la planète vit dans le sol. Dans une motte de terre, vous avez de la biologie. Et donc, c'est et de loin le plus gros réservoir de biodiversité au monde. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qu'il y a, tellement il y a de choses. Donc là, vous avez 1 cm3, imaginez votre pouce, tout simplement. Dans le volume d'un pouce, il y a 5 km d'ifs mycéliens. C'est des champignons, c'est des filaments. Ça fait un filet pour que cette motte de terre, elle tienne. Et puis, il va y avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries. Et c'est là que tu te dis, eh ben oui, la même lunette astronomique, si tu la règles différemment, c'est un microscope électronique. Et en fait, quand tu regardes non pas la Lune, mais à tes pieds, tu trouves quelque chose d'extraordinaire. Et on va voir à quoi ça sert. On va trouver jusqu'à 60 000 protozoaires, 100 nématodes, un colombole, ça se voit à la loupe binoculaire, et un insecte que je peux voir à l'œil nu. Et là, vous dites, aïe, 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 il y a un truc, il y a un bug, et ce bug, alors les scientifiques, ils nous en ont fait des jolis trucs, ils les ont classés par taille, etc., de l'infiniment petit à un individu très grand qui est le ver de terre. C'est pour ça qu'on en a fait une entité, un emblème, ver de terre production, dans l'idée de produire du savoir. Voilà. Et parce que tout le monde voit des vers de terre, etc. Et donc, on va commencer des enquêtes sur le sol. Et puis le sol, l'INRA nous dit que un tiers des terres a perdu de la matière organique, on est en dessous de 2%. Que quand il y a de l'érosion, ça peut être jusqu'à 40 tonnes de terre par hectare qui s'en vont à la rivière. Et donc, vous allez polluer de l'eau, tout simplement. De l'érosion. Mais quand la terre s'en va, il sort aussi des nitrates, il sort aussi des pesticides. Donc, vous allez vraiment polluer de l'eau et que vous avez en France 5 millions d'hectares sur un total de 15 qui sont travaillés. Donc, un tiers des hectares que travaillent les paysans qui sont en grave difficulté. Ça fait des croûtes de battance, c'est la photo que vous avez là. Il n'y a rien qui peut pousser là-dedans. C'est-à-dire que globalement, le verdict est simple, l'agriculture détruit les sols alors qu'il va falloir doubler la production. Donc on commence, quand on a fait ces états des lieux, il faut être bien dans sa peau et pas avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Et donc on avait la chance dans les réseaux paysans d'avoir ce type de modèle, c'est-à-dire des agriculteurs qui labourent à l'automne, qui laissent les sols nus, qui sèment du maïs au printemps, et quand on met une motte de terre en plein soleil, ça devient de la brique, et quand on la met dans de l'eau, elle fond comme du sucre, et elle va vous polluer l'eau là-bas. Et de l'autre côté, ces 2 champs de maïs qui sont côte à côte, on a un agriculteur qui ne travaille plus la terre et qui la couvre en permanence, qui met du végétal tout le temps, qui remet de la matière organique partout. Et quand on met, c'est le même sol au départ, quand on met le sol dans de l'eau, quand on va noyer cette motte de terre, eh bien, elle résiste à la destruction de l'eau. Pourquoi? Parce que la matière organique du sol, c'est de la colle. En gros, c'est un excrément qui est fabriqué par les vers, par la biologie du sol. Et un excrément, sa première qualité, c'est de la colle. Vous voyez, vous savez ça. Quand vous marchez dans une crotte de chien, ça vous colle à la godasse toute la journée. Il faut la nettoyer rapidos. Et donc, tous les excréments, y compris le mien, c'est une colle. Et c'est pas par hasard que c'est de la colle. Parce que ça permet, en fait, à stabiliser les structures du sol. Donc, on commence à faire des expériences avec les agriculteurs. Là, vous avez un champ de patates, il pleut, tout s'en va. De l'autre côté, on a commencé à mettre des mottes de terre d'un sol, par exemple d'un champ de patates. Vous la noyez dans un vase d'eau et puis elle va se fondre comme du sucre. De l'autre côté, on prend de la terre qui vient d'une prairie et puis on l'a appelée sol vivant, sol mort. Au bout de 30 minutes, de toute façon, et puis vous pouvez la laisser 2 ans dans l'eau, vous pouvez la noyer, pas de souci, ça va pousser.
Et là, on a des grosses surprises. Donc, on fait des investigations. Et première investigation, on la porte sur du compost. Vous avez tous appris que ça pousse beaucoup mieux avec du compost. Patatras, composter, c'est polluer. Gérer de l'agriculture avec du compost, c'est juste dégrader votre structure et votre fond. Le compost n'est absolument pas un bon outil pour faire de l'agriculture. Et quand on l'a mélangé du compost avec de la terre, en gros, je prends 100 grammes de compost, celui de l'ADEME, bien normé par... voilà, il faut l'hygiéniser, il faut empêcher que les adventices poussent. Enfin bref, hein, on a un protocole pour ça, parce qu'on a tous peur des mauvaises herbes. Et on va mettre 100 grammes de ce compost hygiénisé à chaud dans 1 kilo de terre. Un petit peu d'eau, vous maturez ça dans la cave pendant 5 mois. Et après, on vous a dit que grâce au compost, le sol se portera mieux. Et puis, vous allez noyer votre mode de terre. Et puis, finalement, au bout de 48 heures, il n'y a plus de sol. Il a fondu comme du sucre. Conclusion. Gérer le sol agricole avec du compost, c'est dégrader les sols. Là, vous dites, oulala, ça va chauffer autour de nous. C'est des expériences qui datent de 2010. Hein. Et ça a tellement chauffé que c'est toujours pas admis, parce qu'à côté, on leur a mis la même expérience, 100 grammes de paille, 1 kilo de terre, 5 mois dans la cave en même temps, et on va noyer tout ça, toute cette motte de terre du pot de fleurs dans de l'eau, et là, ça tient 48 heures, pas de souci, même plus que ça, et là-dedans, en fait, tout ce qu'il y a dans la motte de terre peut commencer à pousser. Et donc, on s'est rendu compte que la paille, les feuilles mortes, le bois, ça génère des sols bien structurés qui résistent à la dégradation de l'eau. Et donc, si vous voulez supprimer la pollution de l'eau, eh bien, il faut passer de ce modèle agricole à celui-là. Parce que là, finalement, ici, s'il y a des pesticides dans la terre, vous les aurez dans l'eau. Là, s'il y a des pesticides dans le sol, ils vont être gérés par la biologie du sol. Vous avez déjà gagné. Alors, l'idée, ce serait de ne pas en mettre, hein, mais dans un premier temps, on peut déjà démarrer comme ça. Donc, voilà un petit peu le débat qu'on a envoyé aux agriculteurs. Ça date de la grande épopée du maraîchage sur sol vivant dans les années 2010, où on a démarré ce projet-là. Pour polluer, vous faites du café. En fait, qu'est-ce que je fais pour faire du café? Je prends un grain qui contient plein d'arômes. Je vais le broyer très fin, j'envoie de l'eau que je récupère dans ma cafetière. Mais l'eau de la cafetière, elle est marron, noire. En fait, elle va dissoudre les arômes du grain de café. Et vous avez du bon café, certes. Mais quand vous faites ça avec un sol qui est structuré par la biologie, et que vous le passez dans un turbomixeur qui s'appelle pour nous une herse rotative, un outil qui travaille le sol et qui détruit l'agrégat, qui a été construit par des êtres vivants, quand vous allez passer tout au mixeur et envoyer de l'eau, eh bien en fait, vous allez dissoudre tous les arômes de la terre et de la biologie, ça va produire des nitrates, etc. Et tout va commencer à fuir et vous allez avoir l'eau polluée, c'est-à-dire l'eau chargée des arômes de la terre, c'est-à-dire de nitrates, de pesticides, de phosphates, et on en passe, et des meilleurs. Et en fait, on a commencé à comprendre que travailler la terre, c'est polluer l'eau, mais c'est aussi détruire la terre. Donc, il y a un gros drame qui arrive. Ce drame-là, il nous a été confirmé en 2015 par les scientifiques, c'est-à-dire un sol nu, c'est irrémédiablement un sol qui se transforme en désert. C'est-à-dire on a une grande réaction qui se met en place, c'est-à-dire les ultraviolets du soleil en présence d'oxygène et de fer dans le sol, c'est un hyperoxydant qui détruit naturellement la matière organique. Et donc tout sol nu en plein soleil, et le soleil va chauffer de plus en plus avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'il est condamné à se dégrader irrémédiablement et à générer la désertification. Et plus ça va chauffer, parce qu'on y est, ça chauffe quand même, eh bien, plus vous allez accélérer le mouvement. Et ça, c'est la grosse claque. Aujourd'hui,
au niveau de votre recherche agronomique et de votre ministère, ça n'a toujours pas passé la porte. On est en 2025 bientôt, ils ont déjà 10 ans de retard. Mais pour nous, ils en ont 100 ans de retard déjà. Et donc, on s'est dit, mais finalement, on a beaucoup de CO2 dans l'air, et puis on a oublié quelque chose de très particulier, on a oublié le végétal dans la valorisation du CO2, puisqu'en fait, on a un capteur, on a une bio-ingénierie qui pourrait s'appeler l'agriculture, mais l'agriculture, elle va appeler du végétal pour résoudre ces problèmes. Et en fait, on voit bien qu'à un moment donné, si on met du végétal dans ce modèle-là, ce modèle est faux, tout simplement. Parce que le végétal va gérer le rayonnement solaire et servir de capteur. Donc il va récupérer de la chaleur, il va récupérer du CO2 et il va fabriquer de la matière organique avec tout ça. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à tous ces gens-là? Et en fait, ce qui leur arrive, c'est une méconnaissance crasse de la biologie, tout simplement. Ils sont très bons en énergie, ils sont très bons en physique, théorique, quantique, tout ce que vous voulez, mais un truc, le b.a.-ba, c'est-à-dire la biologie et le sol et les plantes qui m'ont fait naître, finalement, ils y comprennent rien. Et donc, on va les ramener à l'essentiel. Et donc, le GIEC, il nous a produit la courbe de concentration du CO2 dans l'atmosphère terrestre depuis 500 millions d'années. Le zéro, c'est aujourd'hui. Alors on est très bas, on est à 0,03% de CO2 dans l'atmosphère terrestre avant, on va dire, l'ère industrielle. Voilà, donc en fait ce qu'on constate, c'est que le zéro d'aujourd'hui, très peu de gaz à effet de serre, il est déjà atteint il y a 300 millions d'années. Et ça, c'est des super infos quand vous avez ces courbes-là faites par les scientifiques, vous dites, mais comment se fait-il qu'ils n'ont rien compris? Puisque ça, ce n'est pas une base de raisonnement. Et finalement, on peut dire qu'il y avait beaucoup de CO2, c'est-à-dire quand vous êtes au numéro 1, il y a 500 millions d'années avant nous, qu'est-ce qu'on a? On a 22 fois plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire 0,66%. Et puis, on constate qu'il va y avoir 3 phases, c'est-à-dire que le CO2, la courbe bleue, elle baisse. Il se passe quelque chose ici puisqu'on stabilise très bas. On reste quasi 100 millions d'années, on va dire, c'est l'âge d'or des plantes, en fait, parce que c'est les plantes qui font le job. Et même qu'il y ait des couacs, alors là, par là, quelque part, c'est les dinosaures, je ne sais pas où, qui vont disparaître. En fait, il se passe quelque chose, toujours la même chose, c'est-à-dire on a tendance à revenir à l'âge d'or des plantes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va y retrouver les thématiques de la croissance et de la décroissance. Voilà comment ça va marcher. Phase 1, il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et donc plus vous avez de CO2, plus l'ambiance va être acide. Les océans sont acides, la Terre est acide, etc. Et donc, c'est le carbonifère, c'est la première phase. Les plantes, elles vont recoloniser la Terre. Elles en sont à leur 6e ou 7e tentative. Actuellement, vous êtes dans une tentative réussie, qui a 500 millions d'années. Et donc, avant, elles ont disparu. On pense que vers moins 650 millions d'années, elles ont disparu dans un immense incendie qui a brûlé toutes les plantes de la planète. Alors on commence à comprendre que c'est grâce à l'oxygène. Parce que l'oxygène, curieusement, c'est un poison. Si vous êtes trop oxydé, vous allez être malade avec des radicaux libres, etc. Et il faut faire. C'est pour ça que vous mangez des antioxydants fabriqués par des plantes. La vitamine C, par exemple. Et donc les plantes, elles vont commencer, elles vont recoloniser la Terre, il va y avoir des fougères géantes, etc. Et quand elles meurent, ces plantes-là, dans un milieu très acide, il n'y a pas possibilité de dégrader la matière organique. Donc c'est la première phase, croissance d'utilisation du CO2. Et ces couches de matière organique, c'est les unes par-dessus les autres, et ça s'empile, et ça va vous faire les veines de charbon, le carbonifère, qui s'est
enfoncé par sa propre masse. Alors après, il y a des tremblements de terre, il y a plein de trucs, on recouvre et on continue. Et donc, cette première phase, c'est croissance du CO2. Il y a plein de ressources, les plantes s'en donnent à cœur joie, tout va super bien. Le gros problème, c'est qu'on a en même temps une décroissance du CO2. Donc, vous êtes pile poil dans une thématique actuelle. Croissance et décroissance, qui gagne? Quel est le bon projet? Eh bien, les plantes, elles savent qu'à un moment donné, elles vont manquer de CO2 parce que c'est le moteur de la photosynthèse. Et là, c'est intéressant, elles vont muter globalement, elles vont s'adapter à une ressource de plus en plus rare dans l'atmosphère. Est-ce que les plantes ont disparu? À l'évidence, non. Vous voyez bien, il y a toujours plein de plantes. Donc ça veut dire que les plantes, elles ont survécu à la rareté du CO2 dans l'atmosphère. Et même très très bien survécu, puisque 400 millions d'années, vous les avez encore. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait pour survivre avec une matière devenue très très rare? Et c'est là qu'on se dit, elles ont inventé le recyclage, tout simplement. Elles sont passées de la linéarité au bouclage de la ressource. Alors comment ça se fait? Je peux recycler la matière organique qui tombe par terre, puisqu'au fur et à mesure que le CO2 baisse dans l'atmosphère, mon pH global de l'océan, de l'eau et du sol monte. Et quand le pH du sol va monter, eh bien, la matière organique qui y tombe devient biodégradable, grâce aux bactéries, aux champignons et à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on commence à piger que les plantes vont faire une alliance extraordinaire avec le sol, tout simplement, qui va être l'unité de recyclage. Et les modèles sur lesquels on travaille sont comme ça. La plante, en fait, elle pousse, elle capte du CO2 rare, et bien tout de suite, il faut le remettre dans le système. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, on va le partager. Alors, qui est-ce qui va manger des plantes? Moi, je suis un mangeur de plantes. Dès que je mange de la plante, je respire et je recrache du CO2. Donc, je remets dans le paquet et c'est vachement intelligent d'avoir utilisé du gaz. C'est beaucoup plus intelligent d'avoir utilisé du gaz que du pognon. Parce que justement, le gaz, je ne sais pas le garder et le stocker, c'est pas facile à faire. Et comme la Terre tourne et qu'il y a du vent, etc., on diffuse du gaz et on partage du gaz. Et donc tout le monde en profite au même niveau. C'est super intéressant. Et quand vous rentrez dans le modèle inventé par le végétal, vous vous rendez compte que les plantes ont inventé le développement durable, le vrai, celui qui nous manque, celui qu'on ne veut pas faire réellement. Parce qu'on est resté dans le modèle linéaire en l'appelant cycle de vie. Et donc cette erreur-là, elle nous empêche de progresser. Donc finalement, il arrive une vache, ici, qui va manger une plante, et une vache, c'est super efficace. Parce que ça rumine et ça envoie beaucoup de CO2 et de gaz à effet de serre. Et la plante, elle est super contente qu'elle ait des vaches. Et donc, les ruminants font partie du monde associé au végétal. Ils sont nécessaires à bien faire tourner le cycle de durabilité proposé. Et puis maintenant, il va y avoir des résidus, c'est-à-dire des feuilles mortes, du bois, des racines, etc., qui viennent du végétal. Et il va y avoir aussi des résidus des mangeurs de plantes, c'est-à-dire des cadavres et des excréments, de l'urine, des fesses. Et tout ça, en fait, ça arrive au sol. Et la biologie du sol, c'est l'entité de recyclage, c'est-à-dire elle va tout digérer et une fois qu'elle s'est tout digéré, elle va diffuser au rythme des besoins de la plante pour faire pousser les plantes. Et donc on sait aujourd'hui que les plantes, elles récupèrent non seulement du CO2 dans l'air, mais aussi énormément dans le sol. Le sol est une entité très très riche en CO2. Et puis là, on va de surprise en surprise. Donc les plantes nous inventent le développement durable. On partage du gaz. On stocke de la matière et on le partage avec les communautés biologiques, c'est infini en fait, et on se rend compte que ce monde-là, il est infini. Parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, et c'est éternellement la vie.
Et là, il y a un bug, c'est pas la vie éternelle. Il y a un moine copiste qui a fait une ânerie un jour. On lui a pas tiré l'oreille quand il a inversé les mots. Alors ça faisait un effet de style, mais c'était faux. La réalité, c'est éternellement la vie. Et pour qu'il y ait éternellement la vie, vous avez la mort, fatalement. Mais le recyclage. Parce que vous allez vous biodégrader. Et donc la nature, elle est construite comme ça, et puis on est allé de surprise en surprise. Donc on a trouvé le développement durable, et regardez bien, toute la vie sur la planète est possible avec que dalle dans l'atmosphère. Ça, c'est aujourd'hui, ça. On a monté un peu les GES. On en a une peur bleue. Mais non, il n'y a aucun problème pour le gestionnaire. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus la plante sait gérer. Donc, mettez des plantes partout et vous allez résoudre un problème. Mais pour le résoudre, ben, il ne faut pas une économie linéaire, il faut une économie qui se boucle, avec quelque chose qui a lieu d'éco-conception, c'est de l'éco-conception, et on va biodégrader la totalité du système. Et alors, on va de surprise en surprise. Comment pousse une plante? Est-ce qu'il faut cultiver une plante pour qu'elle pousse? Mais non, la réponse est non. Il n'y a que des imbéciles qui cultivent des plantes parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. La plante, elle pousse toute seule, point. Mais oui, vous faites rien et il y a un truc qui pousse. Ça s'appelle une plante. Et toutes les plantes de la planète poussent toutes seules. Et là, vous êtes médusé. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec mon agriculture à la Mormolle 2? Je me ruine à cultiver des plantes alors que naturellement, elles poussent toutes seules. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Mais en fait, on regarde la nature. Au début, vous avez un tas de sable, et puis il arrive des lichens, des mousses, etc., des fougères, et puis après, un petit peu d'herbe, et puis des arbustes, des arbres pionniers, et puis à la fin, vous avez toujours une forêt. Voilà, ça, c'est le modèle de la nature. La nature, elle met des arbres, elle met des arbres, elle met des arbres, elle a une idée fixe, hein, c'est des arbres. Hein. Et nous, on coupe les arbres, on coupe les arbres, on coupe les arbres, on coupe les arbres, on a une idée fixe, c'est détruire les arbres, les plantes. Alors vous dites, il y a un truc. Et donc, si vous acceptez le postulat, toutes les plantes poussent toutes seules, pourquoi? Eh bien là, vous avez des clés de lecture énormes. En fait, le sol, il est toujours couvert, jamais travaillé par un outil. Toujours couvert par un végétal et jamais travaillé. Ok? Donc, dès que je cultive la terre, je fais la plus grande connerie du monde. Ben oui, parce que je détruis quelque chose d'important parce que le végétal, il me dit que je pousse sans travailler la terre. Et là, vous êtes complètement médusé. Et donc, on voit bien, pour avoir des végétaux partout qui gèrent le climat, parce que c'est ce qu'ils vont faire, j'ai une couverture permanente des sols et il y a très peu d'interventions. Les sangliers, les tempêtes, des trucs, de la bricole. Et puis finalement, on se rend compte que ce modèle-là, il nous dit quelque chose d'important. Ce qui gagne la bataille dans l'écosystème, c'est la plus forte production possible de biomasse avec rien. Pas besoin de mettre d'engrais, pas besoin de mettre d'énergie, rien. J'ai un arbre. En fait, un arbre, c'est le rendement maximum possible avec presque rien. Du CO2 et un petit peu de minéraux et de l'eau. On se rend compte que ce système-là, il va être très très riche en biodiversité. C'est-à-dire il y a de la biodiversité partout. Dessus le sol, dans le sol, des mangeurs de plantes partout, etc. Et que, en fait, on va tout recycler parce que comme on recycle tout, on peut pousser d'autant mieux. Et du coup, là, il y a un bug qui va venir avec notre agriculture. Quand je fais le bilan de mes pratiques agricoles, c'est toujours du sol nu, toujours du sol travaillé, et j'ai perdu la biodiversité. Et en fait, on commence à piger des grandes erreurs de raisonnement qui ont 10 000 ans pour nous. Donc c'est super compliqué. Autre débat qui a été soulevé, c'est le stockage du carbone, comment vous allez le réussir? Et en fait, on sait que c'est la biodiversité qui va le faire.
C'est-à-dire, au début, il n'y a pas grand-chose, un tas de sable, puis après, vous avez des vers de terre, des champignons, etc., des fougères, de la mousse, et puis vos plantes, elles deviennent de plus en plus grandes. Et donc, c'est dans la biologie et dans les êtres vivants que se stocke le carbone excédentaire de l'air. C'est absolument pas en la réinjectant dans le sol, avec un process total ou autre chose. Et là, vous dites, waouh, quand j'ai plus que 10 baleines sur la planète, eh bien, comme ça vit 250 ans, si j'arrête la chasse à la baleine, interdit de les manger, eh bien, au bout de 100 ans, j'en ai autant qu'avant la chasse à la baleine. Eh bien, rien que ça stocke du carbone. Les êtres vivants, vous êtes du carbone. D'accord? Mais les vers de terre, les machins, les poissons, les animaux, etc. Et en fait, plus vous allez augmenter le potentiel de production de votre biosphère, alors pour nous, c'est des champs agricoles, hein, on veut produire avec de la biodiversité en plus, ben à un moment donné, on est capable de produire beaucoup, de soustraire énormément de CO2 de l'atmosphère grâce à la productivité de cet écosystème agricole qu'il va falloir inventer. Alors tout se sait, c'est ça le pire. Quand on cherche 2003, Millennium Ecosystem Assessment, c'est l'ONU, ben elle dit que eh bien, si vous voulez de l'eau, de la nourriture, des lieux de débat, des lieux de culture, etc., si vous voulez de l'air pur, si vous voulez de l'eau propre, si vous voulez des pollinisateurs, etc., en fait, on appelle ça des services d'approvisionnement, de régulation ou des services culturels. Il n'y a qu'un seul truc à faire sur la planète. On le sait depuis 20 ans. Il faut une production primaire de biomasse la plus élevée possible, qui cycle les nutriments comme dans mon écosystème et qui produit la terre fertile. C'est-à-dire que si vous voulez vivre dans votre société, eh bien, il va falloir faire ça, ou encore mieux, prendre ça comme modèle. Et là, vous êtes médusé, vous dites, oh là là, ça va chauffer, ils ont tout compris, mais qu'à moitié. Parce qu'ils ne vont pas au bout, parce qu'ils ne travaillent pas avec la biologie, tout simplement. Alors, on progresse avec ça, et puis on s'intéresse au climat, du coup, puisqu'on y est dedans, et on fait des photos infrarouges des plantes. Alors là, vous avez la photo et ce que ça fait en infrarouge, c'est-à-dire c'est un pissenlit, une touffe d'herbe à côté. Alors je crois que c'est un chardon qui pousse un petit peu plus bas. Ici, vous avez le pissenlit avec ses feuilles en étoile. Il est très caractéristique sur la photo. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Partout où dans le goudron il pousse une plante, eh bien, il fait beaucoup plus froid. Vous avez peur de quoi? Du réchauffement climatique. Je dis, mais on est complètement abruti. Et c'est là où vous êtes médusé, il y a il y a 8 degrés d'écart. Hein? Un simple pissenlit, il refroidit la terre. Alors dans les villes, on le sait, on va faire des îlots de verdure. Mais en agriculture aussi, il faudrait faire des îlots de verdure. Et donc, on reprend notre thermomètre et on va voir. Donc mon champ nu, il fait 36 degrés. Le même jour, dans la bordure où il y a un petit peu de paille, je suis passé à 26. J'ai refroidi. Et quand je vais à l'ombre de la lisière où il y a aussi de la paille, je suis passé à 21. C'est-à-dire un constat très simple, les plantes climatisent la terre, point. Et dès que vous allez sortir du débat, vous êtes perdu. Tout ce qu'on vous raconte, c'est bullshit. Et donc, on est un petit peu embêté avec ça. Les plantes, pourquoi elles deviennent très hautes? Parce qu'elles vont capter le soleil, elles vont recycler le CO2 rare, elles vont fabriquer de l'ombre, elles vont évaporer de l'eau, de l'évapotranspiration, c'est-à-dire elles mettent de l'eau dans l'atmosphère pour se refroidir, elles gèrent le cycle de l'eau, elles baissent la température, elles contrôlent l'oxygène, elles protègent les sols, elles fabriquent la terre fertile et l'humus, et elles produisent la biodiversité. Et là, alors on a continué à enquêter là-dessus, et on est tombé là-dessus. En fait, on sait que plus vous allez monter en température avec le réchauffement climatique. Donc ça s'est produit à Seattle il y a 2 ans au Canada. Il y a une petite commune où il s'est mis le dôme de chaleur, il y a 200 morts. Dans la journée, ping, 200 morts. Pourquoi? Parce que quand il fait 50 degrés, vous ne pouvez plus vous refroidir. Puisque votre corps, il est à 37.
Si l'atmosphère autour de vous est à 50, eh bien, vous allez monter en température et à 42 degrés, vous crevez. Hein? C'est le problème de la biologie. C'est-à-dire, à haute température, elle meurt. Alors, il suffit des bactéries, mais ça ne m'intéresse pas trop, ça. Hein? Moi, je suis mort en attendant. Et donc, on sait que, en fait, plus il va faire chaud, eh ben, plus vous allez mettre de l'humidité dans l'atmosphère. Alors, non seulement il fait très chaud, et en plus, l'air est humide sous forme de vapeur d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la vapeur d'eau? Eh bien, allez, 1 litre d'eau, hein, on voit les volumes. Hein. On pourrait prendre la bouteille qui est là. Hein. Et donc, avec 1 litre d'eau, si vous faites de la vapeur d'eau, vous occupez 1 mètre cube. Et donc, les plantes, pourquoi elles refroidissent? Parce que justement, plus il va faire chaud, plus il va y avoir de plantes, plus elles ont la faculté de refroidir. Et quand vous avez 10 degrés d'écart de température entre le haut d'un arbre et le bas du sol, vous avez de la rosée qui se crée. C'est-à-dire la plante, elle va baisser la température ambiante et elle va transformer de la vapeur d'eau en eau réellement, en rosée. Et donc elle va faire du vide dans l'atmosphère. Et donc elle va créer une dépression. Et quand vous avez une dépression, il pleut. Et voilà le mécanisme que les plantes utilisent pour gérer de l'eau. Et là, on est allé de surprise en surprise, l'eau. Alors l'eau, vous avez tous appris que ça s'évapore de l'océan, que ça va à la montagne, que ça ruisselle, que ça retourne à la mer. Donc ça, vous prenez, vous mettez au feu, ça vaut 0. Hein? C'est le grand cycle de l'eau des abrutis qu'on apprend à l'école. Hein? Non, mais c'est très grave, je rigole pas. Hein? Et en fait, ce qui nous intéresse dans l'eau, c'est savoir son petit cycle de l'eau, comme on l'appelle, parce que c'est celui-là le plus important. La mer, elle évapotranspire avec la chaleur 30% du volume total d'eau qu'il y a sur la terre ferme. 70% de l'eau de la terre ferme vient du système végétal, qui transpire, qui refroidit, qui condense, qui transpire, qui refroidit, qui condense, et qui va tourner en boucle sur 70% du volume d'eau. Et ce qui fait que quand il pleut, vous n'avez pas le droit de ramener plus de 30% d'eau à la mer. Déjà. Et donc là, il faut compter. Le débit des fleuves vous donne le niveau de compétence dans la gestion de l'eau. Il suffit de faire le débit. Hein. Et donc, on est très inquiet parce que ça, c'est ce qui nous intéresse. Tant qu'il pleut, les plantes poussent. Donc, on avait des questions très simples. Pas de plantes, pas d'eau? Ou pas d'eau, pas de plantes? Et on est dans la poule et l'œuf. Et là... En fait, on va se rendre compte que c'est pas de plantes, pas d'eau. Alors, comment ça fonctionne? On remet nos saisons en place, donc automne, hiver, printemps, été, et on se met à la place d'un arbre chez nous. Que nous dit un arbre? Un arbre, à l'automne, il perd ses feuilles. À quoi ça sert les feuilles? Ça va fabriquer de l'humus, être mangé par la biologie du sol. Donc, c'est une mise en réserve de quelque chose, d'excréments, d'urine, pour la croissance du printemps et de l'été qui suit. En hiver, rien, on n'a pas de feuilles, pas de capteurs solaires, parce qu'il ne fait pas très chaud, et donc on peut laisser le soleil rayonner sans problème. Mais une forêt vierge, il fait très chaud. Qu'est-ce que font les plantes dans une forêt vierge? Mettre des feuilles tout le temps. Quand elles les perdent, elles les renouvellent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on voit bien, hop, le printemps on met des feuilles, et en été, quand la température est au maximum, c'est là qu'on a aussi le maximum de photosynthèse, qu'on capte le maximum de CO2 et qu'on fait le maximum d'évapotranspiration et qu'on fait le maximum d'ombre et de fraîcheur. Voyez? Donc les plantes, elles ont un cycle où elles refroidissent en plein été, l'arbre notamment. Qu'est-ce que je fais quand je cultive du maïs? Alors le maïs, n'ayez pas peur, il ne va pas tuer grand monde. Hein. C'est même la plante qui pourrait nous sauver la peau. À l'automne, je récolte le maïs, il n'y en a plus. En hiver, il n'y en a pas. Je pourrais mettre une culture ici, c'est ce qu'on a commencé à faire. Au printemps, maintenant, on le sème. Et en été,
eh bien, vous avez des champs de maïs à 2,50 m de haut, 3 mètres de haut, qui font exactement comme les arbres. Donc le maïs est une plante favorable à la gestion du climat, parce qu'il fait de la photosynthèse et du froid quand il fait très chaud. Et quand vous cultivez du blé, patatras, vous faites la plus grande bêtise du monde. Pourquoi? Parce que le blé, on le sème à l'automne, en hiver, il est tout rikiki, il pousse pas trop, il pousse maintenant à fond, et en été, il n'y a rien parce que je l'ai récolté. Et donc, c'est quand il fait le plus chaud que j'ai enlevé ma plante qui doit faire du froid. Et donc, plus on est dans une société de céréaliers qui cultivera du blé par réchauffement climatique, plus vous aurez du réchauffement parce que vous avez les sols nus qui emmagasinent des ultraviolets et qui rayonnent en plein été. Et donc, on a fini par comprendre que l'agriculture, elle pouvait jouer là. C'est-à-dire, il suffit que je mette une plante ici et que je mette une plante là. Et donc, l'agriculture pourrait être un outil climatique à privilégier. Alors, on vérifie l'hypothèse des plantes, et puis voilà ce qu'on a. Ça, c'est la Picardie. Alors, si vous voulez voir l'état de la Picardie, vous allez voir Paysans du ciel et de la terre. Ils ont fait un film de l'état de délabrement de l'agriculture où McCain investit des usines à patates. Autant vous dire que vous n'en boufferez plus des patates. À ce rythme-là, dans 20 ans, il n'y en a plus. Ça, c'est une pluie en Picardie. Mais je vais au Brésil, je vais trouver la même chose. On détruit le monde du végétal. Et en 2020, le Brésil est face à sa plus grande sécheresse historique. La moitié de ses barrages hydroélectriques sont à sec et le Brésil a un problème d'énergie. Alors qu'il y avait de l'eau partout. Et vous voyez ça comme un pays où il y a de l'eau. Eh ben, si vous commercez avec le Brésil pour vouloir manger du soja, du je sais pas quoi, méfiez-vous, parce que cette année, le soja, il est noyé. Donc, ça pourrait ne pas très bien marcher. Et donc, on commence à piger qu'à un moment donné, ça, les îlots de chaleur, vous les voyez en rouge sur la photo. Et puis, on a commencé à voir du côté des associatifs. Que nous disent les associatifs? Il y en a qui nous tiennent des cartes climatiques avec tous les incendies du monde mis ensemble. Donc, c'est une vue de tout 2019, tous les incendies qu'il y a eu en 2019. Et le niveau de flamme que vous voyez, c'est l'importance des incendies. Alors en 2021 ou 2022, vous aviez le grand incendie, mais qui avait déjà démarré. Il faut savoir que l'Alberta et le Canada a brûlé autant de surface en hectares SAU que la totalité de l'agriculture française. C'est-à-dire il y a 25 millions d'hectares de forêt qui sont passés à la trappe. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'être humain détruit le monde du végétal qui a fait le climat. Et que les premiers changements climatiques, ils se sont déjà produits il y a 6 ou 7 000 ans ici. Voilà. Le croissant fertile qui était ici n'est plus fertile, et ça va jusqu'en Chine. Et les Chinois, comme ils font la même agriculture que nous, ils détruisent tout avec leurs outils, eh bien, ils n'y arrivent pas non plus. Et donc, on commence à comprendre que notre modèle climatique, il est juste, en fait. C'est-à-dire, vous avez la tendance d'augmentation de la température avec le CO2, etc. Mais en fait, en 2003, on était déjà là. Mais aujourd'hui, on est au-dessus de la courbe. Donc, on est dans un effet d'emballement du climat. Et l'hypothèse centrale qu'on pourrait donner, c'est que l'emballement du climat, elle est liée à la destruction du monde végétal. Et on ne va pas beaucoup plus loin que ça, parce qu'on pense que c'est la bonne hypothèse. Alors, qu'est-ce que ça donne, l'emballement du climat? À un moment donné, il fait très chaud, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et fatalement, le temps change. Et un coup, il pleut. Et là, vous avez les dégâts qui ont été causés en 2021, dans le triangle Belgique, Luxembourg, Allemagne. Donc, voyez les champs à quoi ils ressemblent, là. Des champs nus, travaillés, etc. Et dessous, vous avez les anciennes mines de fer.
l'eau ne s'infiltre pas parce qu'on a fait toutes les bêtises du monde au-dessus, et donc elle va commencer à ruisseler, et à un moment donné, elle va trouver un gouffre, un endroit faible dans l'écorce terrestre, et la totalité de cette partie-là du village va s'écrouler dedans, c'est 150 morts d'un coup. Voilà les épisodes du réchauffement climatique, comment ils vont arriver. Alors on dit, oh là là, c'est la catastrophe, mais personne n'a réfléchi à ça. C'est-à-dire, et si l'eau n'était pas arrivée, parce que si on avait mis des plantes, est-ce qu'on aurait géré des champs différemment? Et en fait, la réponse est oui, on sait que des plantes dans ce champ-là, c'est 20% d'eau en moins qui arrive. C'est de l'eau qui s'infiltre avec les systèmes racinaires, etc. Et donc, on peut émettre une hypothèse majeure dans le climat, c'est que les plantes ont peur du soleil, tout simplement. Pourquoi? Parce que leurs déchets, c'est de l'oxygène. Donc, une plante qui est constituée de carbone, quand il y a de l'oxygène et de la chaleur qui arrivent, c'est exactement comme avec un moteur à explosion. Comment je fais avancer ma voiture avec du carburant, qui est du carbone en fait? Eh bien, je contrôle l'admission d'oxygène et je monte la température du système. Si j'ai un moteur essence, je mets une étincelle avec la bougie. Si j'ai un diesel, rien qu'avec la pression, ça pète. Et donc, c'est l'oxygène qui met le feu aux plantes quand ça chauffe trop. Et là, vous êtes mal, hein, parce que vous dites, oh là là, mais on ne nous raconte absolument pas ça. Hein. Bien, maintenant qu'on a 25 millions d'hectares de brûlés dans l'Alberta au Canada, eh ben, on va voir les températures de cet endroit-là. Ben, ça ne va faire que monter, puisqu'il n'y a plus de moyen de le refroidir. Et on pense que le problème des plantes, c'est que depuis la nuit des temps, elles ont peur du soleil qui chauffe. C'est pour ça qu'elles font du froid. Mais quand vous enlevez les plantes, eh bien, vous allez faire du chaud. Les plantes climatisent la Terre. Alors on le vérifie de façon très simple. Aux États-Unis, on a des agriculteurs avec qui on travaille qui font du semi-direct, c'est-à-dire ils sèment du maïs, du soja, mais c'est du maïs principalement, directement dans la paille. Ils ne travaillent plus la terre, le sol n'est jamais nu. Et avant de faire ces pratiques de semi-direct, ils avaient ces pratiques-là, et on va les visiter un peu. C'est la première grande catastrophe industrielle de l'agriculture mécanisée, 1930. Ça s'appelle le Dust Bowl. Et donc ces gens-là, ils ont changé leurs pratiques, ils sont là, dans ces États-là, donc Dakota du Nord, Dakota du Sud, etc. Ici, tous les autres, c'est une partie de la Corn Belt, on n'y travaille plus la terre, elle est tout le temps couverte, et au satellite, on voit que, eh bien, ici, vous avez le froid, et le rouge, vous avez le chaud, eh bien, ils sont en train de refroidir leur pays, d'accord, grâce à une bonne pratique agricole. Ça se voit depuis un satellite. Donc ça, c'est très troublant pour nous. On voit que la photosynthèse refroidit la terre, mais il va falloir mettre de la photosynthèse en route. Donc c'est un métier de paysan. Et on voit qu'elle a un impact climatique que l'on peut mesurer à l'échelle des satellites. Et donc on s'est intéressé à l'eau, on s'est intéressé à ça, et là c'est un monde extraordinaire, hein, le monde du végétal. Hein. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que l'eau? Donc, on vous a photographié une goutte de rosée. Alors ça, c'est les écologues qui font ça. Ils font toujours des photos assez extraordinaires. Et puis, voilà, ils nous disent, il n'y a pas de souci, la rosée, elle va être utilisée par la biologie. Alors maintenant, on a des questions très simples. Est-ce que vous êtes vivant grâce à l'eau que vous mangez ou grâce à l'eau que vous buvez? Qui veut essayer une réponse? Oui, vous êtes vivant grâce à l'eau que vous mangez. Et l'eau que vous buvez, du coup, elle sert à quoi? Hein? Oui, elle va vous refroidir et elle va passer assez rapidement, elle vous lave le corps. Les reins, ils sont là pour ça. Dans l'urine, il y a de l'urée qui est un résidu du métabolisme.
Et donc l'eau que vous buvez, c'est de l'eau de refroidissement et de lavage, et l'eau que vous mangez, c'est une eau biologique pour la vie. Et quand on a commencé à regarder ça aussi simplement que ça, parce que c'est pas la peine d'être un spécialiste au premier temps, il faut déjà comprendre le gros emballage. Et on se rend compte que cette goutte de rosée, ben, en fait, elle va aider une biologie que nous, on ne voit pas. À la limite, j'écraserai en marchant cette pauvre fourmi. En fait, l'eau, c'est quelque chose qui est dans tout le système en permanence. Et en fait, voilà ce qu'on comprend avec les scientifiques, c'est-à-dire si toutes les cultures, les forêts, etc. sont au garde à vous, c'est-à-dire j'ai du blé, tout pareil, j'ai du maïs, tout pareil, j'ai une forêt de conifères, tout pareil, à la même hauteur, eh bien le vent qui passe, il ne fait que passer. Par contre, si vous avez de l'irrégularité, des grands, des petits, etc., vous allez créer des tourbillons, et ces tourbillons, ils vont vous amener de l'eau, et vous allez la refroidir, et elle va se condenser. Et donc, le végétal, en fait, il est têtu, il va gérer de l'eau, et là, vous avez, en fait, une plantation de sapins, tout le monde en même temps, donc on est dans le Massif central, c'est du Douglas, et bien, on se rend compte que on est tous à la même hauteur et il n'y a pas d'humidité dans cet îlot-là, alors qu'ici, il y a un trou, une clairière, il y a de la brume, et partout où il y a des trous, il y a de la brume. Donc, on se rend compte que c'est l'irrégularité du monde végétal qui va capter de l'eau, qui va refroidir la terre et qui va condenser de l'eau. Donc, il va faire de la pluie, en fait, tout simplement. Ça, c'est une photo, c'est la forêt vierge, prise d'un avion. Donc, on voit que elle transpire, mais dans les bas-fonds, dans tous les creux, il y a de l'humidité en pagaille. Donc la plante, elle condense l'eau. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est toujours la même eau qui va être distribuée dans le monde du végétal. C'est-à-dire, si je fais de l'évapotranspiration ici, j'envoie de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et s'il y a la bonne organisation du végétal à côté, eh bien, je vais capter en refroidissant ce système qui va se condenser et je vais récupérer de l'eau. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes. Pas de plantes, pas d'eau. Et là, on est médusé, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui veulent accepter ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pensez que la pluie, ça vient de l'océan. Non, la pluie, elle vient des plantes. Et ça, c'est terrible. Et donc, on voit qu'une vache qui mangerait de l'herbe, ben, si vous avez le bocage, c'est-à-dire des arbres, de la prairie, des dénivelés, de l'irrégularité dans le monde du végétal, ben, là où elle rumine, là où il y a de l'évaporation, eh bien, en fait, ça va venir se condenser plus loin. Et ça va refaire pousser de l'herbe, qui va réévaporer de l'eau, et ça revient dans le champ d'à côté, et ainsi de suite. Et en fait, dans 1 kilo de beefsteak, vous n'avez pas 15 000 litres d'eau, puisque c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes, c'est-à-dire toute l'herbe que vont manger toutes les vaches qui passent par là. Et donc, dans 1 kilo de beefsteak, vous avez à peine 80% d'eau, c'est-à-dire l'eau du beefsteak. Mais qui est de l'eau qui vous met en bonne santé, de l'eau que vous mangez, qui est constituant cellulaire. Et donc, on est un petit peu inquiet avec ça, parce que c'est des données très, très, très récentes des écologues. Ça a été montré par Anastasia Makareva et puis son père, là c'est père et fille, et voilà comment l'eau se déplace sur la planète. C'est-à-dire, pour avoir de l'eau en Chine, il faut que ça démarre chez moi, en France, en Normandie ou en Bretagne. Et que le monde du végétal de proche en proche vous alimente le système et vous transporte de l'eau alimentée à 30% avec l'eau de mer. Mais là, vous oubliez l'eau de mer ici. OK ? Et donc, si vous faites un trou dans le monde du végétal sur une si grande distance, alors il y a combien de kilomètres de là à là? Je ne sais pas, 8000 peut-être, peut-être, bon, il faudrait mesurer. Si vous faites un trou conséquent dans le monde du végétal, vous allez assécher la planète. Vous allez couper le cycle de l'eau.
puisqu'à un moment donné, là, ça va chauffer et vous n'aurez rien pour refaire du froid. Donc, pour promener l'eau de proche en proche. Alors, on est très, très, très inquiet de ça. On travaille beaucoup et donc on a compris qu'on allait passer d'une agriculture qui fait ça, c'est-à-dire qui met des sols à nu, qui les travaille, où il n'y a presque rien qui est produit et qui nous amène dans le désert avec le réchauffement climatique, à une autre agriculture qui va être faite différemment. Premier travail, je commence à comprendre, je suis dans la nature, dans la forêt, dans une prairie. Que se passe-t-il quand je fais cette agriculture que je connais, que j'ai pratiquée, etc. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais couper mon écosystème, je le détruis. Et on dit que c'est les pesticides qui polluent. Non, la forêt, c'est une tronçonneuse, un bulldozer, un ripper, une charrue, d'accord? Une herse rotative, un semoir, une bineuse, et comme il y a des mauvaises herbes et que j'ai pas gagné la bataille, je mets un pesticide pour récupérer ma récolte pour manger. Et j'accuse le dernier produit, le pesticide, de polluer, de détruire la biodiversité. Non, on remet de l'ordre. Et là, vous êtes complètement médusé, vous dites, mais attendez, c'est toujours des outils qui détruisent la biodiversité. Et la chimie, elle termine le job. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Premier truc, j'ai détruit la forêt, je travaille le sol, je fais mon agriculture, et en fait, on se rend compte que ce que je vais perdre tout de suite, c'est la biodiversité. Et donc, question, est-ce que la biodiversité du sol, la biodiversité associée au monde du végétal, n'est pas un outil de production? Quel serait l'avantage que la biodiversité devienne un outil de production en agriculture? Avantage, d'après vous? La pérennité. Oui, c'est gratuit. Un ver de terre, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas la CGT, il n'y a pas le Parti communiste, il n'y a personne. Hein? En fait, lui, s'il a une maison en bon état et de la nourriture, il fait son job. Et là, vous êtes médusé, vous dites, OK, tous les êtres vivants, en fait, ils fonctionnent comme ça. S'ils ont une maison en bon état et de la nourriture, eh ben, ils font chier personne. Mais c'est vrai pour moi. Comment je me reproduis si ce n'est dans une maison en bon état? Pour trouver une copine, c'est pas le taudis, c'est plutôt le château. Elles arrivent plus vite. Hein? Mais... Hein? Ben oui. Hein? Et là, vous dites, bon, ok, donc c'est un standard de la biologie. La maison doit être en bon état pour qu'elle puisse s'exprimer. Hein? Et donc, la maison la bouffe. Et vous aurez la paix. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je fais de l'agriculture, parce que ça me plaît. Mais vous faites de l'informatique, du machin, je sais Dieu sait quoi, parce que ça vous plaît. Si vous faites chier, ben, si vous avez une maison et de la nourriture, ben, vous ferez autre chose. Et en fait, on voit que la biodiversité, c'est important. Je perds la biodiversité, je vais perdre la fertilité organobiologique des sols, je perds la matière organique, mes sols se compactent, je vais avoir de l'érosion, l'eau ne s'infiltre plus puisqu'elle ruisselle, donc je vais perdre l'eau, donc maintenant je suis obligé d'avoir des bassines, de l'irrigation, etc. Mais comme je vide les nappes, j'ai plus du tout d'eau, je vais perdre la production et à la fin je suis dans le désert. Et on se rend compte que pour sortir du désert, eh ben, il faut enlever le faux frère d'un paysan, c'est-à-dire l'outil, la machine. Et il faut revenir à une agriculture qui copie le fonctionnement de la nature. Alors, on enquête, hein, toujours pareil, dans le monde entier, vous enquêtez là-dessus. Et puis en fait, vous vous rendez compte qu'il y a deux grandes agricultures millénaires. Alors le riz, on ne va pas en parler parce que c'est un petit peu à part. Mais le croissant fertile, c'est le monde du blé, c'est le monde de la céréale, de la polyculture élevage. Et le croissant fertile n'est plus fertile, c'est le désert. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le croissant fertile? J'ai les technologies. Je travaille le sol, je l'ai fait avec une houe, une binette, une arère, alors c'est un truc qui gratouille le sol, et je cultive principalement du blé. Conclusion, j'ai le sol nu en plein été quand ça chauffe le plus. Et j'ai désertifié et le Sahara. Mais si, les Égyptiens, la première civilisation, le premier empire d'Égypte, il n'est pas dans la vallée. Il est dans le Sahara réellement. Et quand le système va s'écrouler,
sous la misère et la sécheresse. En fait, c'est le premier grand changement climatique parce qu'ils vont couper les arbres pour faire leurs temples et tous leurs meubles et leurs chars et tout ce que vous voulez. Eh bien, ils n'ont plus que la deuxième solution, c'est-à-dire se réfugier dans la vallée du Nil, où c'est le deuxième empire, alors qu'il dure encore peut-être 2000 ans, hein, mais ça fait rien. Qu'est-ce qui récupère les crues du Nil? Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que l'érosion de ce qui est mal fait ailleurs, c'est-à-dire dans le Sahara qui se désertifie. Donc ils vont être malins, ils vont récupérer quelque chose avec d'autres pratiques qui vont donner naissance à une nouvelle société. Mais quand vous passez du premier empire au deuxième, il y a la guerre civile, hein. L'histoire de Ramsès, c'est ça, c'est une grosse guerre civile en fait qu'il doit gérer. Et donc, ils vont perdre, en fait, nous, on va perdre notre croissant fertile avec des technologies de merde qui s'appellent le travail du sol et la culture des céréales. Et du coup, on va aux Amériques, et aux Amériques, on se rend compte qu'il y a des Amérindiens, il y a des Indiens, et ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé la terre. Et on se rend compte qu'ils vont nous sélectionner des plantes qui s'appellent le maïs, la tomate, la pomme de terre. La pomme de terre, c'est une solanacée. La tomate aussi. Si vous les mangez, ce sont des plantes toxiques. Et donc, ils ont sélectionné des plantes toxiques comestibles et cerise sur le gâteau, c'est les plus productives du monde. Et donc, les gars, ils n'ont jamais travaillé la terre, ils ont toujours semé avec un bâton. Ici, on appelle ça un bâton semeur. On fait un trou, on met les graines et on va chasser le bison. Et donc, qui est-ce qui reste au campement d'hiver faire de l'agriculture? C'est les vieux, les jeunes, hein, ceux qui n'ont pas la possibilité de participer à la saison de chasse où ils vont chercher la viande, le cuir, les peaux et tout le reste. Et finalement, il va y avoir dans le campement d'hiver des agriculteurs. C'est les vieux, c'est les jeunes, c'est les gamins. Et il faut tout faire, le ménage, le machin, la popote, préparer pour l'hiver qui revient. Élever les chevaux, et finalement, ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont sélectionner des plantes sans travail du sol. Ils vont utiliser un bâton. Et en fait, à force de trier les plantes et de trier les plantes, ils vont nous donner la génétique la plus productive du monde. Les haricots, ça vient de chez eux. Les courges, ça vient de chez eux. D'accord ? Pour donner une petite idée, hein. Le maïs, les pommes de terre, la tomate, on ne sait pas le rendement potentiel d'une tomate. Et finalement, quand on va tuer les Indiens, puis on va tuer les busons avec Buffalo Bill, on va labourer la plaine parce que c'est des colons européens qui sont du croissant fertile, du travail du sol, du blé. C'est une civilisation du blé. Quand elle va arriver dans la plaine des bisons et qu'elle va labourer cette plaine, donc ça c'est les années 20-30, eh bien en 1930, il va se créer un dust bowl, une grande boule de poussière qui est de l'érosion éolienne qui va désertifier l'équivalent de 3 États USA. Quelle année ? 1930. Et donc, c'est une agriculture qui travaille le sol sans pesticides à ce moment-là. Donc, ça veut dire que c'est l'agriculture biologique qu'on nous recommande de faire aujourd'hui chez nous. Et moi, je dis que l'INRA ne connaît pas l'histoire des pratiques agricoles. C'est grave, hein, parce que, justement, on le sait depuis les années 30, ça fait 100 ans que cette catastrophe-là s'est produite. Et il a été écrit des livres, La folie des laboureurs. C'est-à-dire, travailler la terre, c'est détruire la terre. Donc, les Américains, ils vont démarrer un travail, à l'époque, qui est colossal. Comment lutter contre cette boule de poussière, cette érosion éolienne? Parce que dans le Middle West, on a des cycles de sécheresse qui durent 4-5 ans. Puis quand arrive la pluie, il n'y a plus rien. Eh bien, nécessité vitale numéro 1, il faut couvrir le sol toute l'année. Voilà, règle de base. Et les peaux rouges, ils le savaient. Puisqu'ils faisaient de l'agriculture, ils ne faisaient que semer des plantes. Ils ne travaillaient pas la terre, en fait. En 1930, c'est impossible aux colons qui ne savent que travailler le sol. Parce que finalement, entre ce qu'ils ont là, en fait, ces outils-là, on a les mêmes aujourd'hui, un petit peu plus modernes, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Et donc,
eh bien, ils vont apprendre des Amérindiens qui leur disent il est interdit de travailler la terre dans tous ces secteurs-là si vous voulez avoir de la production agricole. 1930, c'est impossible, et à partir de 1950, ça devient possible. En fait, on va mettre au point tous les désherbants modernes. En 1944 arrive le 2,4-D, c'est une hormone. Dans beaucoup de plastiques, vous avez cette molécule-là. Alors, pourquoi en 44 et en 58, c'est l'atrazine qui permet de tuer des plantes et de garder le maïs vivant. Et puis en 1960, on voit arriver le paraquat. Donc ça, c'est l'agent orange. Ça, c'est de la dioxine qui a été redosée. Eh oui, mais il faut voir. Donc, elle revient de l'agent orange où on tue les Viet Minh et tout ça. On détruit la forêt et on le reformule pour l'agriculture, pour faire un désherbant. Quand vous grillez une plante, ben vous pouvez en faire pousser une autre. Et en 1974 va arriver le glyphosate, qui est encore et toujours là. Celui-là est interdit, celui-là est interdit, celui-là on l'a toujours, et celui-là, il est dans la polémique tous les jours. Et donc, d'où viennent ces outils? Eh bien, ils viennent de l'armée, tout simplement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en 1939, tous les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale vont faire la paix sur un seul truc. Ils n'utiliseront pas les armes chimiques parce qu'ils ont méga grave la pétoche de ce qu'ils ont fait. Parce que depuis la Première Guerre mondiale, dans les labos, ça fait des molécules, je vous garantis. Et quand vous envoyez du 2,4-D sur une population, les femmes deviennent stériles, elles ont les barbes qui poussent, les hommes des seins, ils sont stériles aussi, et vos enfants sont mal formés. Ça a été testé, grandeur nature, en Corée. Si vous ouvrez les archives de l'armée, vous trouverez ça. Et donc, que va-t-il se passer à partir de 1945? C'est-à-dire, la révolution verte va arriver et toute la recherche agronomique va être mise au service de recycler des outils de mort de l'armée pour les paysans, pour que l'armée puisse avoir une réserve d'armes en temps de paix, au cas où il y aurait la guerre, et c'est les paysans à qui on va dire d'utiliser ces produits-là. Les nitrates, ça vient des bombes. Les phosphates, c'est les bombes incendiaires. Et les pesticides, c'est les armes chimiques, toujours de l'armée. Et en fait, la révolution verte, c'est une agriculture sous secret défense, financée par l'État, parce que, au cas où. Mais oui, mais c'est dans tous les pays du monde que ça s'est fait, c'est pas que nous. Les Américains, les Russes, les Européens, etc. Et donc, on va détruire la biologie avec tout ça. Et donc, les Américains, ils sont malins, ils vont faire quelque chose qui est différent. C'est-à-dire, ils vont arrêter de travailler le sol, ils vont utiliser un pesticide, et quand ils ont tué la première plante, ils en sèment une autre directement dedans. Donc, on fait ça avec du glyphosate. L'idée, c'est de travailler avec deux grands principes, une plante et un herbicide, pour sauver la plante que vous voulez cultiver. Et donc, ça vous fait des sols toujours couverts et jamais travaillés, exactement comme dans notre modèle de l'écosystème naturel. Et là, tu dis, voilà, ça c'est super balèze. Grâce au glyphosate, je peux copier le fonctionnement de la nature tout en faisant de l'agriculture. Alors, c'est inaudible, hein, mais quand vous y êtes, vous avez vite intérêt à comprendre. Et en fait, depuis 1950, que les Américains font ça, ils ont vu que ça combat la destruction des sols, ça maîtrise l'eau, on remet de la matière organique dans le sol, on fait de la biologie. Hein. Il y a de plus en plus de biologie et on peut partir d'un sol complètement détruit. Il est riche à 4% de matière organique et on se pose la question, si on ne va pas enlever les pesticides, le machin, etc. Et voilà un petit peu comment ça marche. Donc les Américains vont démarrer. Donc en 1950, ils ont le premier manuel de conservation des sols. Il faut entendre conserver la fertilité organobiologique des sols. Dans les années 2000 est arrivé un agronome génial qui s'appelle Lucien Segui au CIRAD. Donc ça, c'est une unité de recherche en France. Et Lucien Segui, qu'est-ce qu'il va nous permettre?
il va prendre ces techniques-là des Américains et il va les performer, c'est-à-dire il va montrer aux agriculteurs qu'on peut faire une agriculture encore plus performante avec quasiment plus de pesticides. Et il va commencer à détruire les plantes, notamment avec des rouleaux qu'ils appellent FACA. C'est des rouleaux à lame qui écrasent des couvertures végétales dans lesquelles on peut semer. Et donc, Lucien Segui, dans les années 80-2000, quand il a travaillé au Brésil pour le compte du CIRAD, financé par l'Agence française de développement, par le ministère des Affaires étrangères français, eh bien, ils ont mis au point ce que nous, on appelle aujourd'hui l'agroécologie, c'est-à-dire la possibilité de produire beaucoup, de ne plus jamais travailler la terre, de copier le fonctionnement de la nature et de s'émanciper des pesticides. Et donc, c'est ce qu'on a repris au vol. C'est ce que je fais, moi, dans mon métier de développeur. Donc, on forme les agriculteurs à ça, et donc on voit arriver la maîtrise des produits phytosanitaires, et on a développer la thématique de l'agroécologie. Donc, si vous allez au ministère de l'Agriculture, vous avez une définition de l'agroécologie. Une autre au ministère de l'Environnement, c'est pas toujours la même. À Bruxelles, c'est encore différent. À l'ONU, c'est différent. Puis si vous allez en Allemagne, vous en avez une autre. D'accord ? Et ainsi de suite. Si vous avez à l'INRA, vous en avez encore une autre. Comme on n'y comprenait plus rien, on s'est dit, c'est quoi l'agroécologie ? Et on va revenir à du basique. On fait du syllabique. Moi, j'ai appris à parler comme ça. Agroécologie, 3 syllabes, 3 mots qui viennent tous du grec. Agro, alors ça c'est le grec ancien, ça veut dire agros qui signifie le champ. Donc ça nous va très bien. Le paysan va être dans son champ. Et puis éco, c'est pas l'écologie, c'est pas l'économie, c'est oikos, ça veut dire maison en grec. Donc mon champ est une maison qui héberge énormément de biologie. Et cette maison, pour qu'elle fonctionne, elle doit être en bon état. Et c'est là que j'ai besoin du logis. Le logis, c'est le logos, c'est la connaissance et c'est la science. C'est-à-dire, c'est la connaissance que je vais mettre en œuvre pour faire fonctionner mon champ, qui est une maison, et qui fait pousser les plantes toutes seules de mieux en mieux. Vous voyez ? Agroécologie. Et ça, tous les paysans travaillent. Donc, on fait des trucs comme ça. On couvre les sols, on remet des arbres pour avoir les régularités. C'est de l'agroforesterie, c'est du bocage. Voilà, un vieux système agricole, le bocage. On sème directement sans travailler le sol et on essaye d'avoir des cultures là-dedans. Objectif, production maximale de biomasse. On va mettre des vaches là-dedans et j'ai une vache qui s'appelle Simone, qui fait pleuvoir parce qu'elle respecte les règles de l'écosystème. Et à côté, j'ai la FNSEA qui détruit les sols. Et ça, c'est l'Adour à Bayonne. Mais vous allez à Bordeaux, vous avez les mêmes images, etc. Et là, vous êtes inquiet parce que nos manifestants, ils veulent garder ce modèle-là. Et on sait que c'est mort de chez mort, de chez mort, de chez mort. Or, tout le monde nous a critiqué les vaches, les gaz à effet de serre, le méthane, la rumination. N'ayez pas peur, tout ça c'est bullshit. Le méthane, quand il arrive dans l'atmosphère, il survit 12 ans. Et il va se transformer en CO2 qui va durer 100 ans. Et voilà l'équation chimique que vous avez. Méthane plus oxygène égale formaldéhyde plus d'eau. En gros, c'est l'équation chimique, vous trouvez ça sur Wikipédia. Alors on peut critiquer Wikipédia, mais parfois c'est bien utile, vous la vérifiez ailleurs. Et en fait, on se rend compte que la vache qui rumine et qui mange de l'herbe ou qui mange des fourrages verts, elle fait du méthane qui, en présence d'oxygène, se transforme en CO2 plus eau. Ça veut dire que non seulement elle fait pousser mieux les plantes dès qu'elle rumine, et en plus elle fait pleuvoir. Et nous, on est prêts à éliminer toutes les vaches de la planète quand même. Donc, on est très inquiets, manger de la viande, parce qu'on en aura besoin. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on est dans des bilans carbone, etc. Et donc, un bilan, c'est un passif, un actif.
Alors, si notre agriculture pollue parce qu'il y a de la déforestation, parce qu'il y a de l'azote qui part, parce que je perturbe les sols, parce qu'il y a du méthane émis par les vaches, qui est une réalité, j'utilise du fossile et je détruis la biodiversité, eh bien, là aussi un actif, c'est-à-dire je capte de la biodiversité, je produis de la biodiversité, donc qui enlève du CO2 de l'air, je mets de plus en plus de couverts végétaux et d'humus, je crée des paysages qui stockent du carbone dans les arbres, je peux faire de l'énergie renouvelable, et si je change le maïs soja pour autre chose, je peux avoir des vaches autonomes, c'est ce qu'on fait à la vache heureuse. Et en fait, si vous faites un bilan, un vrai, avec un actif et un passif, on a plein de surprises. On se rend compte que d'un système maïs en silage pur à 14 tonnes de récolte ensilée, eh bien, je peux faire 8 tonnes de couvert végétal plus 8 tonnes de maïs grain, c'est-à-dire 2 cultures par an la même année. En gros, je vais récolter 16 tonnes, à peine plus, mais pour le sol, je passe de 7 à 20. Et en fait, on se rend compte que nos agricultures, elles vont avoir du potentiel. En fait, tous les modèles sont prêts. La prairie à 6 tonnes, elle fait déjà 10 tonnes de matière organique dans le sol. Et à 14 tonnes, si on l'intensifie, elle en fait 20. Et en fait, on n'aura pas les mêmes projets environnementaux selon l'agriculture qu'on va faire. Et on a commencé à regarder. Aujourd'hui, je fais de la monoculture de blé. Et entre la paille, le grain et les racines et la rhizodéposition, c'est-à-dire ce que la plante va réinjecter dans le sol, vous avez une production de 7 tonnes de carbone par hectare et par an. Voilà. Ça, c'est le potentiel de ce qui se fait à 70 quintaux de blé. En gros, les Charentes, par exemple. Maintenant, si je fais le blé plus une autre culture, puisque je récolte début juillet, donc je peux faire une deuxième culture entre juillet et octobre. Eh bien, quand on fait 2 cultures par an, on a appris à faire ça, on fait 12 tonnes et demie de carbone, c'est-à-dire que quasi vous allez doubler. Et si vous rajoutez des arbres, c'est-à-dire de l'agroforesterie, du bocage, des haies, etc., eh bien, vous passez de 7 à 16. C'est-à-dire que le potentiel de l'agriculture, il est de capter 2,5 fois plus de carbone qu'aujourd'hui. C'est faisable partout, c'est la version de base, on travaille là-dessus, on sait le faire. J'ai des vaches heureuses, donc on mesure leurs émissions de carbone et en fait, on a mis notre bilan des vaches dans une boucle. C'est-à-dire, je vais acheter des intrants, du soja par exemple, de l'engrais. Eh bien ça, c'est du carbone pollué. Donc, il va se retrouver en partie ici. Et puis les plantes, elles vont me récupérer 10,7 tonnes de carbone dans l'air. Alors, c'est du grain, c'est de la paille, c'est du fourrage pour mes vaches, c'est des racines. Et en fait, tout ça, ça va être utilisé par la vache. Une partie va rester dans le sol, mon bilan humique est positif. Une partie du carbone va vers la société renouvelable. Et le reste, c'est pollué. Ça part en gaz à effet de serre et ça revient dans l'atmosphère. Et quand on finit le bilan, on se rend compte que la vache, elle va polluer 9,7 tonnes et elle en a récupéré 10,7. Et donc, il en manque 1 tonne ici, puisqu'on sait que ce qui est arrivé là, c'est stocké ici, et j'ai 1 tonne qui va vers la société. Et donc, on a commencé à mesurer ça, donc c'est super intéressant de faire ça. On voit apparaître tous les leviers de gestion d'un agrosystème quand on fait ce type d'exercice. On le met dans la boucle, donc on peut baisser les achats extérieurs, on pourrait rajouter des arbres, on pourrait augmenter la productivité, on pourrait baisser les émissions, on pourrait vendre plus vers la société, on pourrait augmenter le stockage dans le sol. Donc on a plein de leviers techniques super faciles à actionner. Ça coûte rien, ça coûte du savoir et de la connaissance. Et quand on finit avec tout ça, eh bien on se rend compte que en fait, on va avoir un bilan ici, c'est-à-dire que je vais rajouter des arbres et le reste, on n'a pas trop bougé. Et on se rend compte que le solde net dans l'atmosphère, il est à moins 1,5 tonne. Et quand il y a un couillon de consommateur qui va finalement manger ma production agricole, on se rend compte que cette tonne qui est au bilan, à l'actif du paysan, elle est au passif du consommateur et que mon paysan, en fait, il va remettre 1 tonne dans le système, enfin mon consommateur, je veux dire. Et donc on se rend compte que l'agriculture peut dépolluer la société. Et même avec des vaches. Donc n'ayez pas peur de ça. Alors finalement, on prend notre président au mot.
On lui dit chiche, mettez-nous la taxe carbone à 100 €, puisque nous, on est capable de la récupérer. Et dans ce système-là, on se rend compte que si on a un solde positif à 1,5 tonnes, ça nous fait 5,5 tonnes de CO2 à 100 €. Ça nous ferait une prime pour la protection de l'environnement en agriculture de 550 € hectare. Voilà. Ben, chiche, faites-le. Voilà. Mot d'ordre politique, la Cour des comptes s'est trompée et on se rend compte que finalement les plantes c'est l'énergie de la terre, voilà, que cette énergie elle doit être utilisée correctement. On va intensifier le management du CO2, de plus en plus de plantes, le sol, la couverture, la fertilité, la biodiversité, la qualité de l'eau, 2, l'alimentation humaine et animale, 3, des fibres, des habits, le lin, le bois, etc. Vous pouvez faire encore de l'énergie et vous aurez des résidus du système qui vous font de la chimie verte, des molécules. Et en fait, si vous envoyez la pâtée en agriculture, vous avez une société du biodégradable qui arrive. Et maintenant, on est coincé, donc ça, je vous le mets en réflexion. On est coincé parce qu'il va falloir innover. Et vous savez tous que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on invente l'électricité. Il faut faire autre chose, autrement. Et donc, Schumpeter, qui a travaillé là-dessus il y a à peu près 100 ans, il a dit vous avez un cycle qui périclite, on est en plein là-dedans, dans la crise du fossile, et il va arriver une autre solution. Et donc, vous avez 2 crises en même temps, puisque la nouvelle solution, celle que je porte, elle va manquer d'intelligence, elle va manquer de R&D, elle va manquer de crédit, elle va manquer de financement. Et ce qui est donné chez Schumpeter, c'est pas très compliqué, c'est que quand ça se produit, il n'y a qu'un seul acteur qui peut corriger la barre. Ça s'appelle l'État, qui doit basculer intégralement ses crédits sur du vieux dossier, du fossile, de l'agriculture labourée, des primes à la machine, etc., vers l'agroécologie. Il doit switcher la totalité des crédits et des subventions vers cette agriculture, parce que là, en fait, il va créer un effet d'aubaine et il va donner le tempo de sortir de la crise pour faire quelque chose d'intéressant. Et donc ça, je vais vous montrer des images. Donc voilà, en agriculture, ça fonctionne à peu près sur des schémas à 60 ans. Vous aviez ça, c'est nos grands-pères. Ça a fait faillite, on l'a remplacé par ça. La révolution verte est finie puisqu'elle pollue plus qu'elle ne peut permettre des solutions. Et donc, on arrive, nous, dans l'agroécologie aujourd'hui. Et ça aura aussi une fin dans 50, 60 ans, on ne sait pas trop. Et donc, il faudra peut-être la remplacer par une agriculture permanente, de la permaculture. Donc, on le sait déjà, mais aujourd'hui, il faut jouer ce switch-là. Il faut passer. Et donc ça va être la grande problématique de l'État, de l'Europe. Personne n'a rien compris. Ce n'est pas par manque de produits phytosanitaires qu'on va abandonner les produits phyto, si vous voulez. Ce n'est pas par manque de tracteurs qu'on va arrêter d'utiliser des tracteurs. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est du maraîchage sur sol vivant. Dans de la paille, on a des rendements supérieurs quand le sol digère de la paille. Pas d'engrais, pas de pesticides. Là, on est en bio. Voilà. Je fais ça avec mon collègue François Mullet, avec qui j'ai créé Vers de Terre Production. Aujourd'hui, on travaille pour les maraîchers industriels, les serres par exemple, Savéole, les maraîchers nantais. Et voilà les nouvelles serres qui arrivent, qui sont toutes sur lombricompost permanent, sans hydroponie, sans phyto, sans rien. On donne à manger aux vers de terre et ça pousse beaucoup mieux. Et pour désherber, on a enherbé au pied. Je vous garantis, ça décoiffe. On fait ça en agriculture. Ici, on a un gars qui produit des pommes de terre et après, on fait une monoculture de trèfle blanc-blé. Et en fait, après les pommes de terre, on va semer du blé dans les mauvaises herbes. C'est du kénopode principalement. Alors, je vous ai remis la photo parce que pour désherber, on a utilisé les adventices. Ça ressemble à ça. Après le champ de patates, on nivelle le sol. On l'a travaillé parce qu'on ne sait pas faire les pommes de terre sans le travail du sol. Libération énorme de nitrates, adventices, forêt vierge d'adventices. Donc là, il n'y a que du kénopode et un petit peu d'amarante et de renouée. Donc ça fait des plantes hautes comme ça. On sème directement le blé là-dedans.
C'est des plantes qui poussent en été et pas en hiver, qui crèvent, qui vont faire un paillage protecteur et nourricier. C'est zéro phyto. Hein, voilà ce qu'on fait. Et donc là, vous êtes médusé, vous dites, OK, allez, on y va. Ça, c'est maîtrisé aujourd'hui. Alors, on essaye de l'apprendre pour d'autres agricultures. Il a un site qui s'appelle La Robe des Champs, où ils vendent des patates, en fait. Hein. Et du coup, on est confronté à quelque chose d'extraordinairement complexe. En agriculture, travailler avec des pesticides, l'agriculture conventionnelle, on commence à avoir des impasses sur les mauvaises herbes. C'est-à-dire des adventices deviennent résistants, de plus en plus de rayra, etc. Et en agriculture biologique, c'est pareil. C'est-à-dire que les adventices, que je mette des pesticides ou que je travaille le sol, elles commencent à résister. Donc on a changé la boutique, donc on leur propose ça. On va enherber pour désherber. Notre modèle, c'est la prairie. On va cultiver du blé comme de la prairie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ici, vous avez un blé trèfle blanc permanent. Hein, et ça, c'est possible quand vous arrêtez de travailler la terre. Et c'est le trèfle blanc qui désherbe du blé et qui, lui, en plus, lui donne à manger de la nutrition et de l'azote. Donc, vous pouvez nous supporter en vous abonnant là. On diffuse une lettre d'info tous les 15 jours pour 60 € par an. Et puis, on a commencé à faire pour les bio. On leur a proposé des bineuses qui ne travaillent plus la terre. C'est-à-dire, ça peut biner la paille. Donc là, on fait du soja rayra, par exemple. Et puis, on a fait ça en vigne. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a commencé à couvrir les sols des vignes et donc on bricole avec tout un tas de nouvelles technologies. Alors on a mis des animaux, on remet de la vigne un petit peu plus haute. Enfin bon, on s'entraîne à trouver des bonnes solutions pour couvrir les sols en permanence et ne plus jamais les travailler. Là, on écrase le couvert végétal avec des rouleaux. On fait la même chose en agriculture. Donc là, vous avez de l'agroforesterie, des rangées d'arbres dans les champs. Donc c'est appelé à faire de l'ombre, à devenir grand comme ça. Ça, c'était les parcelles expérimentales qui ont 30 ans aujourd'hui. Donc on a continué ces modèles-là. On sème directement dans un couvert végétal de févrole et là, on sème du maïs. On fait la même chose en arboriculture, c'est-à-dire l'enherbement permanent et la gestion de l'herbe. Et puis j'ai un champion, là on a 240 hectares chez Pomme Évasion, chez ce gars-là, où voilà à quoi ressemble un verger aujourd'hui, il y a zéro phyto là-dedans. Quand on dit que les pommes c'est bourré de pesticides, vous oubliez, les nouvelles pommes, il n'y aura plus de pesticides. On le sait déjà. Et les pionniers travaillent, ils sont très 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 en avance, on fait la même chose en élevage. Voilà. Et en élevage, moi je travaille sur ces technologies-là. D'abord, on met un couvert d'hiver, on peut semer le maïs directement dedans, on le met plus serré, il pousse, il désherbe et on peut faire des couverts végétaux. On sème dedans. Je fais de l'autonomie en protéines avec des mélanges céréaliers. Ce gars-là, il fait 2 mètres de haut pour vous donner une idée de la plante. Et ça, c'est l'interculture avant un maïs. Et quand on a fini de récolter ça, on a semé un trèfle violet au pied qui continue à pousser, qu'on continue à gérer. Voilà. Puis j'en ai fini là. Tout ça pour vous dire qu'il existe une technologie extraordinairement performante pour dépolluer l'atmosphère, pour produire sans polluer, et ça s'appelle un arbre. Voilà, je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.